Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des Potes. votre émission bimensuelle de cinéma. J'ai avec moi ma team de choc, Julien, Jérém, Fred, Salut. et un petit invité surprise que vous connaissez peut-être, Guess who's back? Bassem. C'est moi, bien sûr, c'est moi. Le gros de cet épisode portera sur Gladiator 2 de Ridley Scott. En rattrapage, Bassem et Fred sont allés voir La plus précieuse des marchandises, le dernier film de Michel Hazanavicius, et Bassem va aussi nous parler de Diamant Brut, qui je crois était passé à Cannes. Ouais, exactement. En deuxième partie, je vais vous faire jouer avec les vieux réalisateurs et réalisatrices, et Bassem est le détenteur de la carte Joker. Et comme d'habitude, on commence l'émission par... Bah dites-moi les gars, j'ai oublié. Les news. Ah bien vu. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi ta news, Julien? Petite news locale, je vais vous parler du cinéma Le Méliès à Montreuil qui organise avec l'association Culture Relax des séances qui s'appellent Ciné Relax, et ce sont des séances adaptées aux personnes souffrant d'handicap, donc handicap moteur ou handicap physique. Et donc une fois dans le mois, le Méliès en fait fait une séance. Donc pour ces personnes-là, vu que ça va être des séances qui sont un peu plus libres, on va dire, donc où les gens peuvent parler, où beaucoup de bénévoles viennent assister les personnes présentes. Ces séances-là sont aussi ouvertes aux personnes non handicapées qui peuvent y assister, donc évidemment avec quelques règles qui sont dites avant, puisque la séance est un peu plus animée du coup, vu que tu as des profils qui peuvent avoir tout type d'handicap. Et voilà, donc c'est l'association Culture Relax qui existe depuis un moment, et qui fait aussi ces séances-là dans plein de cinémas, hein. C'est pas qu'à Paris, c'est dans toute la France, et je trouvais ça intéressant d'en parler. Voilà. Ok. Jérém. Moi, je vais vous parler d'une bande-annonce qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le remake, on va dire, live-action du film Dragon qui vient de sortir. On avait eu déjà quelques images où tout le monde s'était dit « mais c'est les mêmes plans !» Et donc la bande-annonce a confirmé ça un peu, hein. Tout le monde est en train de se dire « c'est les mêmes plans que dans l'original, donc... » Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que ce film sorte? Voilà. Et du coup, je sais pas si vous l'avez vu ou si vous avez vu. Ouais, j'ai vu les images, je vois pas l'intérêt. Et qu'est-ce que, mais... qu'est-ce que du coup Déjà, je vois pas l'intérêt les films live action, genre Mufasa, je vois pas l'intérêt. Quand tu peux faire de la très belle animation, pourquoi faire du live action dégueulasse? Après, pour le Roi Lion, c'est que de la 3D, donc voilà. Mais même pour Dragon, t'as un film d'animation qui est très bien, pourquoi tout simplement. Bon, bah après, c'est le même réalisateur. Au moins, on peut pas dire que voilà, c'est quelqu'un qui a fait le travail d'un autre, mais c'est lui-même qui, si c'est un saccage, il saccage son propre héritage, on va dire. Il y a un autre film dont on questionnera le pourquoi de l'existence tout à l'heure. C'est vrai. Qui sue. Ce garçon est en train de suer. Ah merde. Bah tiens, Bassem, c'est quoi ta news à toi? Moi, c'est une news assez drôle. C'est une news par rapport à Gaspard Noé, qui est une de mes obsessions. On va parler juste après de mon obsession sur Ridley Scott, mais après, là, je vais vous parler de mon obsession sur Gaspard Noé, qui est du coup le réalisateur d'Irréversible, film moins de 16 ans dans lequel se trouve un viol de 10 minutes, de Love, un très beau film d'amour, mais à caractère pornographique. Et du coup, Gaspard Noé a décidé de vouloir préparer un film pour enfants. Il a confirmé ça en repostant une news sur cette rumeur sur son compte Instagram. Et en vrai, ça pourrait être assez spécial de voir un film d'enfant réalisé par Gaspard Noé. Est-ce que ça lui arrive de troll à ce garçon? Beaucoup. Ouais, donc Beaucoup. c'est pas impossible que genre tu rentres en disant « Oh, c'est un film pour gosses » et en fait, genre le gosse, il se passe des trucs... Surtout qu'il a l'habitude de massacrer soit l'enfance des personnages de ses films, soit des gosses tout court. Donc peut-être que là, c'est un bon gros troll. Après, moi je le vois bien dans ces films, il y a quand même une tendresse sur Bien certains personnages. Il peut faire un très beau film, Noé, hein, faut pas l'oublier. Est-ce qu'il veut rendre épileptique tous les gosses du monde aussi? Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce qui se passe au gamin dans Climax déjà? Il meurt dans un groupe électrogène, je crois, c'est ça? Fun. Sinon, c'est quoi ta news, Fred? Bah écoutez, moi j'ai vu récemment la liste des nommés pour les révélations au César de 2025. Il y a pas mal de petits acteurs que j'ai bien aimés cette année. Je pense surtout à Mallory Vanek dans L'amour ouf, que je trouve pas si fou, mais ok. Oh, c'est méchant. Ensuite, c'est qui d'autre? On a Abou Sangar de l'histoire de Suleiman, qui est dans la liste. On peut aussi retrouver Adam Bessa dans Les Fantômes, Malou Kebizi dans Diamant Brut, que tu as vu, Bassem, et Félix Kizil dans Miséricorde. Il y a pas Malik Frika Si, aussi, je crois. si. Je ne le vois pas, mais sûrement. Ok. Oui. Je pense qu'il y a les deux. Et dernier nom que j'ai adoré, c'est dans Le Dernier des Juifs avec Michael Zindel, qui est génial dedans. Et qui est-ce que tu aimerais donc voir gagner? Bah absolument, Félix Kizil, Miséricorde. Bah voilà, ça m'étonne pas de toi. Et toi, Owen?
Moi, ma news, merci Julien, parce que c'est toi qui l'as trouvé pour moi. Elle était parfaitement adaptée pour toi. En Bah plus. oui, parce que le casting du biopic des Beatles par Sam Mendes, il a été dévoilé. Alors soyez attentifs, parce que pour incarner Paul McCartney, on a fait appel à Paul Mescal. Waouh. Dont on va reparler dans quelques instants. Pour John Lennon, on a fait appel à Harris Dickinson, que vous avez vu dans Sans filtre. Ah oui. George Harrison sera incarné par Joseph Quinn. Dont on reparlera dans quelques instants. Aussi. Voilà. Et Ringo Starr sera incarné par, roulement de tambour, ou de cymbales, ou de caisse claire, par Rick Hogan. Ah ouais. Je- Non, beau casting. Hein. Je ne me le figure pas. Je ne me le figure pas. Bah, je me le Et- figurais pas en Joker pour The Batman, non. Ouais, j'avoue, bah, je me le figure pas non plus en Joker. Mais du coup, je rappelle que ce film-là, ce sera 4 films individuels où chacun portera sur le point de vue de chaque Beatles. Donc c'est un gros truc. Non, je trouve ça intéressant qu'il se lance dans une grosse fresque comme ça. Bon, il avait fait entre 1917, il a fait Empire of Light depuis, mais que j'ai Ouais. pas vu. Ça va pas durer 4 heures le biopic Bah non, ça va être 4 films séparés. Ah, 4 ok, d'accord. Voilà, c'est un Ça, projet. T'en auras pour 8 heures. Donc c'est un projet bien foireux. Et en parlant de projet bien foireux, on n'en croyait pas nos yeux et on a cru pendant des années qu'il ne le ferait pas. Bah si, il l'a fait. Ridley Scott a réalisé une suite à Gladiator premier du nom, qui est sorti il y a déjà 24 ans. Donc là, avec en tête d'affiche, on a Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington. Voilà, Scott il réalise la suite de son peplum culte et il vient nous redire en face alors c'est qui le patron? Et du coup, c'est qui le patron? Je prends cette cité pour la gloire de Rome. Tu as quelque chose en toi, une rage. Ne t'en défais jamais. Elle te portera jusqu'à la grandeur. Tu m'appartiens. Mais quelle tête puis-je t'offrir qui saurait apaiser ta fureur? Le général fera l'affaire. Rome m'a tout pris. Mais j'aurai ma vengeance. C'est Ridley Scott. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est Ridley Scott. On va développer plus tard, mais c'est trop un boss. Des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius est forcé d'entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par des empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d'une main de fer. La rage au cœur et l'avenir de l'Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l'honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple. Waouh. Quel programme. Moi, j'arrive toujours pas à croire que ce film existe en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça a été annoncé, j'étais en mode mais pourquoi t'existes? Et du coup, pendant 1h30 de film, je me suis dit pourquoi t'existes, film? L'argent. Bah, après, L'argent. on développera un peu. L'argent. Mais la dernière heure trouve un regain d'intérêt et arrive à aller un peu au-delà du fait que Parce- c'est Gladiator 1, mais Parce en que 24 c'est- ans après. Parce que si Ridley Scott avait fait un péplum, donc je dis bien on reprend du péplum avec Ridley Scott, mais il n'y a pas écrit Gladiator 2, ça te fait pas le box-office que c'est actuellement. C'est vrai. Voilà, c'est pour ça que c'est Gladiator 2. Jérém. Je veux pas être méchant envers le film, hein, mais bon, j'étais fatigué quand je l'ai vu, mais quand je m'endors quasiment pendant le premier tiers du film, T'as remarqué, il s'endort souvent au cinéma en ce moment, ce garçon. j'étais peut-être dans un mood qui a fait que j'étais peut-être pas à fond dans le film et que du coup le premier tiers j'ai quasiment rien bité à ce qui s'est passé. Ça t'a pas réveillé les singes? Si, je me Parce suis que c'était réveillé vrai, à un moment. Je me suis réveillé à un moment. Il y avait les singes. Je me suis endormi. Parce que c'était vraiment pas beau à voir. Oui, C'est mais le peu horrible. que j'ai vu, ça a hanté les 5 minutes d'après, tu vois. Horrible. Donc, On est d'accord. par contre, une fois que j'étais bien réveillé, je dois avouer que j'ai trouvé que le rythme du film était quand même assez bon et il me maintenait assez en haleine. Mais voilà, je suis pas émerveillé comme comme je l'ai été lors de mon visionnage de Gladiator. Comme Bassem l'est. Exactement. Moi, en fait, je l'ai un peu vu comme lorsqu'on demande à un peintre de peindre une peinture qu'il a faite il y a 20 ans, il le refait avec son regard actuel, avec ses thématiques actuelles et ses enjeux actuels. Et je trouve que Gladiator 2, même si en termes de structure est similaire au 1, ça franchit beaucoup thématiquement au niveau des personnages, au niveau du développement, au niveau de plein de points du premier. Et il nous donne une sorte de synthèse du Ridley Scott des années 2010, puisqu'on retrouve beaucoup d'éléments comme Prometheus, des éléments similaires à des films comme Prometheus, des films comme Cartel, des films comme Covenant, des films comme Napoléon, dans ce film-là. Et je trouve que c'est une sorte d'apothéose, on va dire, du Ridley Scott des années 2010 qui se pose des questions sur ce qu'il va laisser dans sa carrière après sa mort. Voilà. Et Fred. Moi, j'ai kiffé mon moment de ciné. Moi, à la fin du film, j'étais vraiment subjugué. Enfin, j'avais vraiment passé un super bon moment. Et plus les jours ont passé, et plus, en fait, moi, j'ai une déception plus vis-à-vis de Paul Mescal dans le film.
Moi, c'était une vraie déception parce que moi, je le suis depuis. J'ai un peu vu Normal People, j'ai vu After Sun, j'ai vu Sans jamais nous connaître, que j'avais beaucoup aimé. Et Paul Mescal, du coup, là, il a une persona, il a un truc à lui qui est de jouer des personnes en souffrance qui ont comme un corps un peu pathologique, vous voyez. Et j'aimais beaucoup ça. Et en fait, je trouve que dans Gladiator, tu sens qu'il l'a pris pour ça, mais qu'il le pousse pas à bout, en fait. Je dis juste un truc, en fait, je pense que ton problème, c'est qu'il devient bankable et qu'on va le voir faire autre chose. Mais vas-y, frère Julien. Je dévie directement sur Paul Mescal. J'ai l'impression qu'on a sauté 10 000 étapes, mais je suis totalement d'accord avec Fred. Mais je pense pas que le problème soit qu'il devienne bankable. En fait, je pense que tu peux très bien avoir joué dans des films plutôt d'auteur, avoir cette persona qui est propre à Paul Mescal, sans t'enfermer dedans et partir dans du blockbuster, comme l'a fait Adam Driver avec Star Wars, typiquement. Mais le même problème qu'Adam Driver dans Star Wars, en fait, je pense qu'il est très mal dirigé, Paul Mescal. On lui dit juste, sors les muscles et grogne. Et on lui donne un personnage qui est mal écrit, il a aucun fond, son personnage, il a aucun corps, il a aucune forme à exprimer, donc forcément. Et quand le problème du film, c'est que le seul peut-être personnage intéressant qui en ressort est le personnage de Denzel Washington. Je pense que c'est le seul, peut-être avec Pedro Pascal, mais encore une fois, son temps d'écran est trop faible pour en tirer quelque chose. Forcément, c'est dur de bâtir un film là-dessus. Jérémy, tu rebondis ? Ouais, mais non, mais je rebondis là-dessus parce que j'y crois pas quand il fait son discours de motivation à la fin, Paul Mescal, j'y crois pas. Enfin, c'est creux, c'est très creux. Il y a pas la puissance que pouvait mettre Russell Crowe, tu vois. Et Russell Crowe, je me souviens, j'avais lu ça, il trouvait que c'était super mal écrit le truc qu'il devait dire sur un certain moment. Mais en fait, il arrive tellement bien à le jouer qu'il le rend super bon. Et alors que là, Paul Mescal n'arrive pas à transcender ce discours un peu creux, quoi. Ça me fait mal de le dire, mais oui. Je vais te laisser dire un truc, Bassem, et après, moi, je vais essayer de donner mon avis. Mais vas-y. Le personnage de Lucius, je le trouve quand même plutôt intéressant. Parce que, en gros, en fait, je comprends l'aspect, on croit pas en ce qu'il dit, on croit pas en ce qu'il est, son jeu et tout. Mais je trouve que ça fait partie du film, c'est que au début du film, c'est une coquille vide. Au moment de la bataille, au tout début du film, il y a une sorte de scène surréaliste où on le voit en train de regarder sa femme se faire emporter par le Styx. Et pendant très longtemps, c'est une sorte de second couteau. Un peu comme David dans Prometheus qui prend de l'ampleur dans le second épisode. Donc pendant tout le film, il n'a pas encore de cause. Il commence à avoir une cause au moment où Paul Mescal se fait tuer, enfin le personnage de Macrinus, c'est ça ? De Pedro Pascal, du coup. De Pedro Pascal, pardon. De Pedro Pascal se fait assassiner, enfin se fait tuer. D'ailleurs, en plus, la représentation de sa mort m'a beaucoup fait penser à la mort d'un martyr. C'est la représentation de Saint-Sébastien. Je vois que t'es en train de... Ouais, c'est bien. Je trouve que c'est une des rares scènes de qualité dans le film. C'est une scène très forte symboliquement. D'ailleurs, la force de Ridley Scott, c'est vraiment la symbolique qu'il dégage dans ses images, à travers la composition d'images, à travers le choix... d'éclairage, de couleurs et tout. Et en fait, le personnage doit écrire sa propre histoire. Et ça, on le voit dès le début du film, on le voit plonger ses mains dans des graines de blé, qui fait beaucoup penser au premier plan, enfin qui est à l'opposé du premier plan du premier Gladiator, où là, Maximus, lui, a déjà son idéal, a déjà son histoire qui est écrite, a déjà ce paradis qu'il atteint à la fin du film. Et à la fin du second opus, du coup, de Gladiator 2, Paul Mescal, qui au début n'avait pas le même rapport aux mots qu'il a à la fin du film, les premières choses qu'il dit lorsqu'il voit l'un des, je sais plus, c'est Caracalla ou l'autre empereur, il balance un poème de Virgile, un peu comme David balançait un poème de Ozymandias dans Alien Covenant, mais là il n'a pas le poids des mots, et c'est à la fin où il découvre le poids des mots. C'est là d'ailleurs où il motive ses troupes avant la dernière bataille dans l'arène, et c'est là aussi d'ailleurs il dissuade les gens de la troupe en hostie et l'armée de Denzel Washington à se battre. Mais il n'a pas encore de cause. Il n'a pas encore de cause et il doit la chercher. Il n'a pas encore d'histoire et il doit l'écrire. Et c'est ce qui se passe à la fin du film, où genre à la fin il va au Colisée, il creuse dans la terre, un peu comme Maximus qui lui cherchait du coup un idéal dans le matériel. Là, Lucius n'arrive pas à trouver cet idéal, il n'arrive pas à le trouver dans les choses concrètes et du coup il demande à son père de l'aide. Et d'ailleurs, le film d'ailleurs se finit avec un idéal qui est du coup une image mentale où on voit la main de Maximus caresser le blé. Donc moi je trouve vraiment que c'est plus une sorte de transition pour un 3. Même si c'est pas vraiment une transition, je trouve que comme le film se suffit à lui-même. Mais en gros, c'est vraiment le personnage de Lucius doit écrire sa propre histoire, doit trouver son idéal. Il le cherche pendant tout le film et à la fin, il a un début d'une destinée, un début d'un idéal qu'il doit atteindre. En fait, moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que Lucius, c'est déjà un personnage dans le premier. Et en fait, quand tu le découvres dans le 2, c'est complètement une page blanche. Et déjà, je trouve que ça, c'est une erreur en soi. Dans le sens où il a un background. J'ai un background. J'ai une histoire. Et en fait, retrouver un personnage qui part finalement sur les mêmes rails
alors après il y a cette histoire de transmission de père-fils, mais qui part sur exactement les mêmes rails que Maximus, mais en moins développé parce qu'il faut plus vite avancer l'histoire pour dépasser ce que le premier faisait, parce que finalement Paul Mescal est amené à faire exactement la même chose que le personnage de Russell Crowe, et effectivement au bout d'1h30 de film tu arrives à peu près au même statu quo que là où se termine le premier film, et c'est à partir de ce moment là où il y a un fameux duel et où en fait le film entre dans une dimension bien plus politique que ne l'était le premier, que là le film et le personnage de Paul Mescal commencent à trouver un regain d'intérêt. C'est vrai que pendant 1h30 de film, moi je me dis putain, on dirait vraiment Gladiator 1 rushé. Totalement, c'est une copie en termes de narration, en termes d'écriture, la bataille du début, Voilà. l'arrivée dans la petite arène où tu te fais repérer en tant que gladiateur, les premiers combats, c'est le même chemin. Après voilà, en matière de rythme, je trouve que le film est très solide. C'est-à-dire que je me suis pas ennuyé, je trouve que ça se tient plutôt, même très bien, et que la dernière heure est un très bon climax. Donc quelque part, même si on peut trouver beaucoup de choses à redire, moi je trouve que l'honneur est sauf. Et franchement, ouf. Moi, Vas-y, Jérémy. c'est limite la partie politique qui m'a le plus intéressé pendant tout clairement, le film. oui, hein. Parce que vraiment, les scènes d'action, ok, bon, c'est... Elles sont solides, hein. C'est solide, mais c'est pas non plus un truc que je vais garder en mémoire, quoi. C'est... Par rapport aux scènes d'action, du coup, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Ce qui est très bien, et d'ailleurs, c'est ce que fait beaucoup Scott depuis Prometheus, depuis Prometheus, c'est qu'il aime beaucoup en fait frustrer son spectateur. Il lui fait attendre des choses et finalement, il les dilapide assez rapidement. Pour le cas des scènes d'action, il n'y a plus l'implication qu'il y a dans le premier Gladiator. On voit qu'il y a une sorte de distance qui met en place entre le spectateur et la situation d'action, comme il l'a fait dans The Last Duel. Ce qui fait que on voit qu'il a un regard sur cette scène d'action. Il y a un côté très abusé. On met des requins dans le Colisée, on fait battre Lucius contre des singes mangeurs d'hommes, qui fait qu'il y a un aspect débridé, qui montre aussi un peu la dégénérescence d'un empire en chute. Et d'ailleurs, thématiquement, ce film, on peut d'ailleurs le joindre aussi à Megalopolis. C'est très bizarre dit comme ça, mais je vous jure que c'est vrai, parce qu'en fait, en gros, c'est l'histoire d'un mec qui est dans la quête d'un idéal, qui doit écrire son histoire, et qui le fait dans un empire en chute, rempli de gens vicelards comme les Caracalla ou comme le personnage de Denzel Washington. Ça tombe bien que tu bascules sur Megalopolis, parce que je me suis fait une réflexion en sortant de Gladiator 2. Danger. Non, genre vraiment, si vous faites des péplums, faites pas de numérique, c'est dégueulasse. Parce que vraiment, je veux bien que tu peux pas reconstruire un Colisée parfaitement en décor, je peux le comprendre, mais numériquement, le film, en termes de photographie, c'est laid. Et même en termes d'effets spéciaux, on est en 2024. La scène des singes, c'est pas beau. Maintenant, je me demandais si on n'était pas dans la planète des singes V7, V8, je sais plus quel épisode. C'est pas beau. Genre, et pareil, les requins sont pas beaux. La bataille du début, elle est laide. C'est laid. C'est laid. Et malgré tout, t'as quand même une scène qui est quand même censée être assez belle. C'est Pedro Pascal avec en arrière-plan le feu de la cité. C'est pas beau. Et même les scènes de oniriques, donc avec la mort de la femme de Lucius, c'est pas. Je veux dire, quand tu sais qu'il y a eu Mad Max qui est passé par là il y a quelques mois et qui faisait beaucoup de cet univers très onirique là, c'était beaucoup plus beau. Et je me dis, pour un film de 2024. Après, pour ta gouverne, le premier Gladiator était extrêmement numérique pour son temps. Mais on était encore à une période où le numérique était quelque chose d'assez discret. Mais voilà, le premier Gladiator, quand tu le regardes de plus près et que tu le remets dans son contexte, c'est extrêmement numérique. Et ce que je trouvais incroyable avec le premier Gladiator, et d'ailleurs je l'ai pas dit, mais moi c'est un de mes films préférés, c'est à quel point genre c'est un péplum moderne. Bon, maintenant il a 25 ans, donc il a pris un peu de la gueule. Mais c'est un péplum moderne, mais qui arrive à capter tout le souffle d'un péplum des années 50-60. Pour moi, c'est le péplum ultime, Gladiator premier du nom, parce que t'as tout le souffle épique, mais le gros obsédé du numérique que je suis, c'est totalement moderne en même temps. Donc c'est un alliage qui est absolument somptueux. Et en fait, le truc, c'est que ce Gladiator 2 rentre plutôt dans le moult de la production américaine hollywoodienne actuelle, très numérique, sans vraiment transcender ni son genre qui est le péplum, ni sa tendance actuelle qui est le tout numérique et le modèle économique américain. Parce que visuellement, le premier, j'en ai encore des souvenirs, ça m'a jamais choqué visuellement. C'est numérique, mais c'est de son époque. C'est très discret après. Alors que là, waouh. Après, dans la manœuvre de faire une suite plus de 20 ans après, je trouve que le film s'en sort plutôt bien et je le rapprocherais, thématiquement parlant, d'un Top Gun Maverick. C'est-à-dire que, je suis pas d'accord, thématiquement parlant, après je suis pas un grand fan de Top Gun Maverick, mais je trouve qu'il y a une forme de continuité et de re-questionnement de la poursuite et du projet qui paraît vain de prime abord. Je suis pas du tout d'accord, parce que moi je trouve que Top Gun Maverick, pour le coup, arrivait à... Enfin, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que le premier, si tu prends les deux films, Gladiator 1, bon film, sa suite mauvais, Top Gun 1, mauvais film, sa suite très bon. C'est comme ça que je le vois. Et
le truc du premier Top Gun, c'est qu'il était très ancré dans les années 80, que ce soit dans son idéologie, donc vraiment cinéma très réganien, film macho, etc., mais assumé dans ce qu'il était. Et pareil, je trouvais que ça a très mal vieilli les effets spéciaux du premier Top Gun. Or, je trouvais que Top Gun Maverick, il arrivait à garder cet esprit qu'avait le premier, donc qui est quand même très ancré dans les années 80, tout en le modernisant. Le lissant peut-être un peu. Même pas, c'est pas lisse, tu sens jamais un lissage, tu es vraiment dans Non, mais l'esprit Top Gun. sur des enjeux politiques, j'entends. Même pas, je trouve pas, parce que je trouve que tu as cette scène dans Top Gun Maverick de la plage, avec la musique et tout, ça pourrait totalement venir de Top Gun 1, mais il l'intègre en fait avec beaucoup de finesse et de subtilité, et en le faisant de manière très intelligente. Et je trouve que Top Gun 2, Top Gun Maverick, du coup, il marchait pas dans les pas du 1, il arrive vraiment à s'en différencier. Là où je pense que le problème de Gladiator 2, pourquoi on dit tous que c'est cette partie plus politique, plus thriller finalement, qui est intéressante, parce que c'est le moment où Gladiator 2 devient un peu unique, c'est-à-dire qu'il marche plus dans les pas du premier. Toutes les premières parties du film, c'est une copie du 1. Et je trouve que même ce qui vient tuer cette deuxième partie, c'est d'avoir besoin de ressusciter l'esprit de Maximus. Donc déjà, comme tu disais avec Lucius, on a obligé de repartir à zéro, de faire une sorte de révélation qui est assez ridicule pour le coup, sur la paternité qui était le père de Lucius. Et ce besoin il faut récupérer l'armure, faut s'ancrer toujours dans le premier. Il n'y avait pas de nécessité à faire ça. En fait, on aurait pu faire un Gladiator 2 qui ne gardait du nom que Gladiator, parce que économiquement, ça aurait mieux vendu. Économiquement, parce que c'était le même réalisateur, mais en créant une histoire purement à part entière, quoi. Je croyais que tu voulais rebondir. Ah non, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Owen, par rapport au fait que à Top Gun. Ça t'a fait penser un peu à Top Gun Maverick. Déjà, je pense que oui, il y a un peu l'aspect un peu méta entre guillemets du questionnement de la suite à travers l'héritage, que ce soit l'héritage de Mark Howard, l'héritage de Maximus chez Lucius. Après, moi, je trouve que le 2, en fait, ça franchit quand même du 1 sur plein d'aspects. Déjà, il ajoute une intrigue beaucoup plus politique. Ces personnages sont beaucoup plus complexes. Il y a moins cet aspect. Et pas tant que ça, je trouve. Si, le personnage de Lucius, c'est même pas, c'est une sorte d'anti-Maximus, c'est un personnage qui ne croit en rien, qui n'a plus rien, qui est une coquille vide, oui, mais et qui prend de l'ampleur progressivement. Toutes les séquences de Commode et son combat contre le Sénat dans le premier, c'est des choses qui forment des enjeux politiques très, très gros dans Gladiator. Dès le début, tu as cette idée de coup d'état avec le personnage de Pedro Pascal. Oui, non, c'est ancré dès le début, le côté politique du Gladiator 2. Dans le premier, ça s'immisce dans une intrigue de vengeance avant tout. Mais là, il y a vraiment cet aspect aussi dans la structure. La première partie, c'est vraiment que des batailles. Et après, il y a l'intrigue politique, puis après, il y a la bataille finale. L'intrigue politique prend vraiment de la place dans le milieu du récit. Jusqu'à du moment où Pedro Pascal se fait choper par Caracalla et son frère, et le moment où il meurt, et après, l'arrivée de Denzel Washington et tout. Et le fait que le frère de Caracalla élit le singe et Denzel Washington. D'ailleurs, en plus, c'est intéressant parce que Scott montre bien d'ailleurs qu'il y a un aspect très cynique dans ce qu'il fait maintenant. C'est que il met des dégénérés en tant qu'empereur, il met un singe en tant que... l'un des personnages élit un singe en tant que consul. Et il montre bien que vraiment, c'est une société dégénérée qui est similaire à la nôtre. D'ailleurs, même aussi, parler juste en partie, un petit peu des scènes de bataille, après je te laisse la parole. Les scènes de bataille, comment il les dilapide, comment il met un écart entre le spectateur et ce qui se passe, il y a moins d'application que dans le premier Gladiator. Fait que on voit qu'il a un regard sur ce qu'il montre, on voit qu'il a un regard sur le divertissement actuel, et que c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas, qu'il trouve stupide. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dilapide toutes ces séquences d'un coup, et qu'il joue sur notre attente à la fin, en ne mettant pas une bataille finale à la fin, et en mettant Paul Mescal faire un discours pour dire vous battez pas et tout. Non, moi je voulais rebondir sur le fait que tu parlais que ce premier Gladiator c'était une histoire de vengeance, et quand t'as dit vengeance j'ai fait attends, d'où vient tout ce truc au départ de Gladiator 2? Il veut se venger de la mort de sa femme, et je suis désolé, moi j'ai aucun attachement au personnage qui meurt, donc du coup son combat au début il m'attrait pas plus que ça, quoi. Mais ça c'est parce que le film explique assez vite que ce sera pas l'enjeu du film, ce sera la politique. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné tu te dis Paul Mescal on s'en part un peu les couilles dans ce film, parce que finalement son histoire de vengeance c'est pas le nœud du film. Est-ce que je m'en... Non mais c'est parce qu'en fait je rebondis ce que tu dis, parce que le concept du 1, alors je l'ai plus totalement en tête, mais elle a beaucoup de sens, la vengeance de Maximus, parce qu'il y a la vengeance qui est liée à sa femme et son fils, elle est très construite, mais il y a la vengeance aussi qui est liée à Marc Aurèle, parce que la trahison, il subit une trahison, on tue sa famille, mais on tue aussi son maître d'une certaine manière. Sa famille ça a du poids, parce qu'il dit ça fait 5 ans qu'il fait de la guerre, il a bien envie de revoir sa femme et son gosse. Je trouve que c'est un vrai sens en fait, la construction de Maximus, c'est là quelque chose. La construction de Paul Mescal, elle est très artificielle malheureusement. Je trouve que la construction de Paul Mescal, elle est intéressante parce que c'est un personnage qui n'a plus d'identité. Là où Maximus avait encore son identité
avait ses valeurs, avait son idéal qui était du coup le matériel, tout ce qu'il y a en fait sur son plastron, ses pains, sa femme, son fils et ses chevaux. Paul Mescal, lui, il en a pas, il est vraiment dans un entre-deux entre paradis, entre au-delà et réalité. À chaque fois, il fait toujours ce rêve récurrent où il voit le Styx, où il est dans ce monde visuellement gris avec ces personnages un peu étranges avec leur capuche qui prennent sa femme et qui l'emmènent au Styx. Ce qui fait que il n'a pas d'attache matérielle, ce qui fait que ces causes de combat font qu'il n'y a pas, c'est des causes vides. Et c'est au moment où Pedro Pascal meurt que là il a un déclic. Ouais, je trouve qu'il a le déclic vachement rapide parce que 5 minutes avant, Pedro Pascal il lui envoie sa lance dans la gueule. 5 minutes après, oh non, je ne te tuerai pas, nous sommes amis. Et là, c'est là que tu te rends compte des maladresses du scénario. C'est Scarpa, c'est ça? Oui, le scénariste de Napoléon. Alors après, pour Napoléon, l'honnêteté m'oblige à dire, j'ai pas vu la version longue, donc je dois laisser le bénéfice du doute. Et je sais que Bassem a dit que voilà, mais moi je me dis, ça fait 2 films, je vois Scarpa au scénario, 2 films où je vois que le scénario est pas très bien écrit, où c'est très bancal. Mais c'est ce que je voulais mettre en exergue aussi, c'est le fait que la question c'est... quelle est la place de Scott dans l'histoire et dans la manière dont tout ça est structuré. Et en fait, quand je regarde le film, j'ai bien l'impression de voir du Scott en tant que réalisateur, mais le scénario, je suis perdu. Voilà, là, j'ai envie de balancer un pavé dans la mare, ça va agacer Bassem, mais pour moi, Scott, c'est pas un auteur. Scott, c'est un bon metteur en scène. Non, mais je savais que ça allait t'énerver, mais je pense que oui, si on cherche dans son cinéma, tu vas trouver des thématiques. Même récemment, tu parlais du fait de montrer des empereurs dégénérés. Si tu regardes les derniers films de Scott, c'est ça, c'est Napoléon, c'est Le Dernier Duel, c'est Gladiator 2. Même Alien, le dernier Alien. T'as une vision du pouvoir très négative, mais je trouve que Ridley Scott, c'est un mec qui vient de la publicité, c'est un mec qui fait du très bon divertissement dans ses premières années, The Last Duel, Alien, même Kingdom of Heaven, version longue. Mais moi, quand je vois la filmographie de Ridley Scott depuis 10 ans, voilà quoi, tu sens qu'il a pris de l'âge et qu'il... Voilà, il monte des trucs, il met en scène des choses, il met en scène de l'action, des batailles, mais c'est tout. Mais moi, des fois, quand je regardais Gladiator 2, je me demandais si Scott était très intelligent dans les thématiques qu'il voulait aborder, ou si juste c'était un sale con. Ah non, moi, du coup, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit, Julien. Je provoque, je sais. Je provoque. C'est un auteur, juste qu'il a une manière très subtile de mettre en scène, qui fait que c'est vraiment un héritier du cinéma classique déjà américain, mais également aussi du cinéma de Michael Powell, de Emmerich Pressburger. D'ailleurs, pour anecdote, son film de référence, c'est Je sais où je vais, et également Black Narcissus. Là, je vais juste recracher ce qu'a dit Jean-Baptiste Auré, qui est du coup un critique. Non, c'est juste un critique. Sur il a fait un entretien sur Ridley Scott à l'occasion de la sortie du Rocky Rama sur Alien. Il avait dit que Ridley Scott c'est un auteur et que pour comprendre ce qu'il veut montrer, pour comprendre ce qu'il veut faire, il faut voir les différentes références, les différentes couches. C'est vraiment quelqu'un qui a un langage cryptique. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que la plupart de ses films se sont fait défoncer à leur sortie. Blade Runner, plus récemment Cartel. Et après, 10 ans plus tard, on les réhabilite, on se dit ah ok d'accord, c'est pas si mauvais que ça. Et non, Ridley Scott, on voit sa patte, tu reconnais directement sa patte quand tu vois les duellistes, quand tu vois Legends, quand tu vois des films comme ça. 1492, il a une manière de faire, il réussit à mettre différents détails dans ses textures, dans la composition de ses images et tout, et c'est ce qui en fait sa force. Et tout se trouve en fait dans les symboliques de ses images. En fait, l'intrigue est une chose. Dans Blade Runner, c'est ça, en fait, l'intrigue est plutôt simple, mais tout est enrobé de symboliques, de représentations à la fois issues de références picturales et cinématographiques, et également aussi des représentations purement scottiennes, qui fait que en fait, tu comprends qu'il y a différentes couches d'interprétation, et voilà. Mais effectivement, c'est un très bon plasticien, mais je vérifie, en fait, il a écrit qu'un seul scénario de long métrage dans sa vie. C'est lequel? Prometheus. Oh, ça va aller. Si vous voulez, on pourrait faire un débat parallèle en disant que moi je vous dis que Prometheus c'est un chef-d'œuvre. J'aime beaucoup Covenant est un chef-d'œuvre aussi. Mais non. Pardon, non. Covenant, Attends, quel mot? Je ne voulais pas de ce débat. Non. En quoi c'est un chef-d'œuvre? Attends, je voulais juste te dire ça avant. On doit finir. Non, je voulais juste dire avant ça, tu parlais de réhabilitation des films de Scott. Je ne réhabiliterai jamais Alien Covenant. Pour moi, c'est un des pires films que j'ai jamais vu. Pourtant, il a été réhabilité après Romulus. Prometheus et Covenant. C'est normal, c'est tellement plus nul que Prometheus que. Ah non, genre non, après Romulus. Ah, après Romulus, pardon. Il a été réhabilité, celui-là et Prometheus ont été réhabilités. Covenant, je le réhabilite jamais dans ma vie. C'est un très grand film. Et si tu veux, après l'émission, je t'explique pourquoi c'est un grand film. Les personnages, ils sont cons, attends. Mais parce que Ridley Scott, ils s'en foutent de ces personnages maintenant. D'ailleurs, c'est ce que dit Jean-Baptiste Auré dans son entretien. Il dit, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'androïde, c'est David. Le reste, c'est que la chair à canon. Bon, après, là, on va passer dans un débat parallèle. Je pense que Owen, il faut qu'on ne peut plus. Voilà. Mais, si tu vois, on peut en parler après. Moi, je dirais juste que. Ton Joker, fais-le sur Alien Covenant, là. Paul Mescal, c'est la chair à canon? Non, Paul Mescal, c'est autre chose. Une belle chair. Paul Mescal, c'est une coquille vide qui cherche une cause. J'apprécie. Non, moi je dirais juste que Prometheus, c'est un beau film. Plastiquement parlant, c'est magnifique. Covenant. Bref, on va s'arrêter là sur Gladiator 2 parce qu'on a bifurqué sur autre chose. C'est vrai.
On va conclure avec tes chiffres de Gladiator 2. Alors, selon vous, c'est quoi le budget ? Je l'ai sous les yeux. Ah, tu l'as sous les yeux ? 300 millions, C'est pas je crois. 300 millions 250 millions officiellement, Oh. mais il y a des sources qui disent que officieusement le budget du film il aurait explosé jusqu'à 310 millions. C'est Ouais, horrible. je crois que c'est à cause de la grève des scénaristes, je crois que c'est ça. Pas que, mais Pas que. en partie. Parfois tu te demandes où il est le pognon parce que vu les effets spéciaux dégueulasses que nous offre le film. Non, non. Ah, non, si, non. on les Vu voit les quand effets même. spéciaux dégueulasses que nous offre le film, voilà. Les macaques, ça a coûté cher. hein. Non, et puis J'aime je me beaucoup dis- ton intervention. Je me dis que les cachets des acteurs de Denzel Washington ou Connie Nielsen devaient être pas mal aussi quand même. Oui, bah c'est pas Joseph Quinn qui a dû prendre énormément, ni même Paul Mescal, je suis pas sûr non plus. Ouais. Bah, il est encore jeune, Paul Mescal. Bon, je les ai pas de toute façon. Hein, les, Il est encore Ça se jeune trouve, pour, Ridley faire Scott il son- prend son billet aussi en vrai. Ou sans doute. Possible. Donc aux US il sort le lendemain de notre enregistrement, donc je n'aurai pas de chiffres pour ce territoire. Mais sachez que dans les différents territoires dans lesquels il est sorti, il a déjà engrangé 87 millions de dollars. Et en ce qui concerne la France, lors de la première semaine qui était donc du 13 au 19 novembre, il a fait 1 269 147 entrées. C'était bien sûr le premier des nouvelles sorties de la semaine. Et également le 4e meilleur démarrage de l'année, derrière Vice Versa 2, Moi Moche et Méchant 4 et Dune 2. Beaucoup d'avant-premières. Beaucoup d'avant-premières. Alors, il y a ça, mais en vrai, pour avoir vu les chiffres au week-end qui étaient à plus d'1 million déjà, je pense que du coup, il y a quand même pas mal de personnes qui se sont mis en masse au niveau du film, notamment un super premier jour, donc bien aidé par les avant-premières, mais voilà. il y Puis a ouais, quand même- week-end de 3 jours. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que ça avait toutes les qualités, tous les avantages pour faire un putain de score. En attendant Gladiator 3, clap de fin sur Gladiator 2. Je crois qu'il veut faire en plus. hein. Ah oui, c'est prévu. Oui, Ah, c'est voilà, prévu, c'est- ça y est, c'est quasiment officiel. C'était officiel déjà avant la sortie du 2. Ok, bon bah. Ok, on je suis a content. quelques rattrapages et en fait, quand je dis on, je parle de vous, Bassem et Fred. Fred, on va t'entendre C'est Ouais, mais c'est un peu compliqué de s'imposer. Ouais, de s'imposer quand on a une personne à côté de soi sur un micro. Alors Fred, tu vas t'imposer sur la plus belle des marchandises, Précieuse. La plus précieuse Ah des oui, marchandises. la plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius que vous avez vu cet après-midi même. J'ai pas eu le temps, moi, je voulais le voir, mais Bah, juste avant de venir, ouais. En général, j'ai l'impression que tous les deux on avait un peu le même point de vue. Peut-être toi, t'as été un peu plus déçu. Non, en vrai, moi, bah, comme dirait Dewey dans Malcolm, je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. bon, c'est original ça, monsieur. Ouais, ouais. Je sais. Non, en fait, moi j'ai apprécié le film et c'est vrai que il est construit d'une manière qui m'a un peu surprise. Parce qu'en fait, moi je m'attendais vraiment à voir un film qui a une linéarité assez simple, en fait, qui te parle de la vie d'un bûcheron avec sa femme qui recueille donc un enfant qui est juif et qui du coup a été jeté dans la neige hors d'un train qui allait vers un camp, enfin voilà, qui a été sauvé par sa famille juive qui était du coup en train d'aller à Auschwitz. Je sais même pas c'est quel camp, enfin, c'est pas vraiment. Je pense. Je crois que ouais, vu c'est la l'architecture, tranche voilà. du truc, c'est Et donc je m'attendais vraiment à voir un film très linéaire qui allait qui allait se passer sur 1h30 avec le bûcheron comme dans la bande-annonce qui peu à peu en fait apprend à aimer cette petite créature. Enfin cette créature enfin il la nomme comme ça, comme un sans-cœur Oui, en fait, c'est parce vrai, que c'est un sans-cœur. c'est l'antisémitisme qui règne en fait dans cette petite bourgade avec tous ces petits bûcherons qui sont endoctrinés par le régime nazi. Oui, quoi. oui, c'est- Mais en fait, le film choisit un peu des voies compliquées, difficiles. Ça te met plusieurs histoires en une. En fait, ça se perd en fait, je trouve, dans la seconde partie. Bah, surtout que la seconde partie, comment expliquer En gros, il y a 3 points de vue. Il y a le point de vue du bûcheron, de la bûcheronne, et le point de vue du père de la fille qui se perd quoi. Ouais. se perd, voilà. Et lui, bah, il est dans un camp d'extermination. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'on voit aussi son point de vue aussi. Du coup, le fait qu'il balance des corps, genre qui coupe des cheveux, qui balance des corps, des amas de corps et tout. C'est un film qui est vraiment dur, hein, qui est pas juste un petit film d'animation que tu peux emmener voir. J'ai pas vu d'interdiction, mais moi je trouve que c'est un film très très dur qui choisit vraiment. Il y avait un avertissement. Je sais pas, Mais tu vois, il choisit vraiment de montrer ce qu'il y avait dans les camps et en même temps, il le fait d'une manière assez intéressante. C'est-à-dire que, par exemple, tous les moments, enfin, quand on commence du coup à s'intéresser à cette famille juive qui est dans le train, ça commence par en fait le bûcheron qui imagine ces personnes dans le train. Donc il y a déjà un point intéressant, c'est nous on n'a rien des camps de concentration, d'expérience. Enfin on a quelques trucs, mais il y a eu tellement de choses qui ont été détruites, on n'a tellement pas donné de voix
au persécuté qu'en fait le film lui commence par une séquence qui est imaginée par le bûcheron. Et on sait même pas si c'est vrai. Et puis peu à peu en fait ça devient vraiment ça s'ancre dans la réalité. On voit vraiment que le père vit des atrocités dans le camp. Mais je trouve qu'au début ce qui est intéressant c'est que par exemple tu vois il y a une séquence où donc on voit tous les déportés dans les wagons qui ont aucune voix, qui ont aucune manière de s'exprimer. Peu à peu en fait ce passage imaginé par le bûcheron prend forme et devient vrai en fait. Ça s'incruste dans la le réalité, film. ouais. Dans la réalité. Et puis le final il t'en parle en fait du fait que t'as eu des négationnistes, que t'as eu plein de gens qui n'ont Il pas l'évoque cru à la fin, ouais, il l'évoque. Donc c'est assez intéressant. J'aime bien la manière dont c'est amené. Après, moi, je suis pas fan de la manière dont c'est amené, surtout la fin. Je trouve que la fin, elle est un peu rushée. Genre, en fait, c'est juste un enchaînement de différentes séquences avec des fondus enchaînés entre chaque séquence. On dirait un court-métrage que tu vois d'un amateur, tu vois. Mais je sais pas, même aussi, il utilise le médium du dessin animé, enfin de l'animation, et je trouve qu'il l'exploite pas assez, quoi. Je trouve que ça manque de quelque chose. Il aurait pu le faire ça avec des gens réels. Et après, à part peut-être une scène, mais encore je trouve que la scène elle est un peu poussée entre guillemets. C'est la scène où on voit des gros plans avec les visages sans yeux, enfin sans vie des différentes personnes qui sont mortes dans les camps. Ça peut être un peu... ça fait un peu d'effet, mais le problème c'est que ça pousse un peu trop. Enfin, on voit vraiment qu'il veut vraiment montrer que c'était grave. Enfin, c'est grave, c'est une situation qui était grave, mais juste après, genre, dans la mise en scène, c'est un peu trop poussé. Et je sais pas, je trouve qu'il aurait pu aller plus loin dans l'animation. Je sais pas, moi, ça m'a un peu fait penser à la BD Mouse de Art Spiegelman. Ah oui, bien sûr. Oh là là, oui. Qui, carrément, il utilise des matrices de fables, les chats, les souris et tout pour parler de ça. C'est vraiment, genre, vulgarisé au plus épuré. Ouais. Genre, les chats, c'est les nazis. Ouais. Les souris, c'est les juifs. Les cochons, c'est la Pologne. Et je sais pas, ça aurait pu être intéressant peut-être d'utiliser le médium de l'animation pour faire quelque chose de similaire. Mais j'étais quand même assez fade. Je suis pas d'accord, je trouve que justement cette séquence qui est très dure dans le film, moi, qui m'a vraiment mis très mal. Donc cette séquence où c'est vraiment que c'est même plus du mouvement en fait. C'est que tu as des plans fixes, donc comme tu disais, c'est des dessins, des croquis de ces visages en fait de prisonniers qui sont mais totalement anorexifiés, enfin c'est horrible, vraiment cette séquence est horrible. Et moi je trouve ça hyper intéressant parce que justement on a eu quelques images de ce qui se passait dans ces camps. Moi j'avais vu un documentaire incroyable qui parlait justement de prisonniers qui arrivaient à se doter d'appareils photo, mais vraiment des appareils photo faits avec des boîtes allumettes et qui arrivaient à vraiment prendre des photos de ce qui se passait dans les camps. Mais techniquement, on n'a rien en fait de ce qui s'est passé là-dedans. Et finalement, je pense que le meilleur médium pour parler de ça, c'est le dessin, tu vois. Parce que ces gens-là, ils pourront que t'en parler parce qu'ils ont ce qui s'est incrusté dans leur tête, donc par le dessin. Donc c'est pour ça que je trouve que cette séquence est vraiment forte. Et à un point où du coup, ces gens, c'est devenu des morts vivants et t'as même plus d'animation. C'est que c'est vraiment juste des croquis qui s'enchaînent avec une musique hyper horrible en fait. Donc non, moi je suis content que ça soit un film d'animation, tu vois. Après des images, on en a des images, c'est les images de après lorsque les Américains et les Russes sont venus, ils ont filmé les camps. Ouais, mais on n'a pas les images de pendant. Ouais. C'est souvent des reconstitutions. Oui. Ouais. J'ai bien aimé, j'ai juste été surpris, je m'attendais vraiment à un film un peu plus simple et beaucoup plus ce que présageait la bande-annonce. Et en fait non, le film part vers un truc un peu plus il tente des trucs à Zanavicius. Donc non, en vrai, non, moi j'ai passé un bon moment. Je pense que ça aurait pu... Enfin, un bon moment. Ouais. J'ai bien aimé. Mais non, je trouve qu'il a pris des risques pour la suite de son film. Mon mot de conclusion, ça serait qu'il aurait pu aller plus loin avec le médium du dessin animé. Enfin, de l'animation, pardon. Ok. Et Sam, t'avais vu Diamant Brut. Ouais. Et alors j'avais vu le trailer, c'était un film sur le harcèlement sur les réseaux sociaux, sur le fait de devenir influenceuse. Ouais. Ça m'avait l'air pas ouf. Diamant Brut de Agathe, je vais écorcher son prénom, enfin son nom de famille, Redinger, on va dire ça comme ça. Oui, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Liane, qui a 19 ans et qui passe un casting de concours de télé-réalité pour pouvoir passer dans une télé-réalité type les Marseillais, les Ch'tis, à Mykonos, à Ibiza, enfin ce que vous voulez partout dans le monde. Et ce qui se passe, c'est toute l'histoire entre le moment où elle a le casting et le moment où elle a sa réponse. Donc je m'attendais à rien. Mais c'est un film qui m'a surpris. Alors le personnage, quand tu le vois au tout début, franchement c'est un personnage très cliché du sud de la France, avec l'accent, enfin vraiment genre le cliché, vraiment si vous avez vu 2 minutes des Marseillais, enfin vous voyez de quel cliché je parle, avec l'accent, avec les longs ongles et tout. Ah je guette, mon Dieu, je guette, j'ai honte de guetter. vraiment genre et au début, on se dit ok, donc c'est très cliché. Et après, plus le temps avance, plus on voit son rapport au corps, enfin du coup sa situation sociale, familiale et tout. Et plus en fait, on voit que la réalisatrice n'a pas de jugement envers son personnage. On passe vraiment d'un cliché à quelqu'un vraiment qui
à qui on s'attache à la fin. Plus le film avance et plus on s'attache au personnage. Le film traite vraiment de ce rapport au corps, parce que le personnage du coup veut faire des chirurgies, mammoplastie, même aussi au niveau des fesses, etc. On voit aussi sa situation sociale, le fait que c'est pas une situation très stable. D'ailleurs, la plupart des personnes qui font des télé-réalités, je vais peut-être dire une connerie, mais je pense pas que ça doit être des personnes qui ont une situation stable. Je sais pas. À mon avis, je pense à ceux qui passaient à la télé il y a 10 ans, genre les Marseillais ou les Ch'tis. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des grosses merdes. Hein. Oh non, mais c'est des grosses merdes. Ils ont eu leur fame du moment, ils ont gagné des cachetons. Genre, avant, je pense peut-être avant la fame. C'est un bon premier film. Il y a peut-être un aspect un peu trop, peut-être un peu poseur, entre guillemets, même si c'est pas si dérangeant que ça, mais qui casse un peu l'aspect réaliste des situations et tout, qui fait des scènes un peu comme des rêves qui arrivent pendant le film. Et même aussi le développement du personnage, de sa relation avec un des gars avec qui elle a un crush et tout. C'est un peu long, on sait pas où ça va, mais sur l'aspect ne juge pas les personnages et genre le traitement du corps et de la situation sociale du personnage, je trouve que le film est intéressant, que c'est un bon premier film. D'accord. C'est très rare un bon premier film, mais là c'est pas mal du tout. Rare. En vrai, regardez-le, en vrai il est pas mal du tout. Est-ce que Reservoir Dogs c'était un bon premier film? Après, il y a des exceptions à la règle, mais. Il y aurait moyen de faire un bon jeu là-dessus, tiens. Ou un joker. Ce sera ton joker, mais pas tout de suite, parce que on va bifurquer vers la deuxième partie de l'émission, composée de mon jeu et de ton joker, et ce sera mon jeu d'abord. J'étais éberlué dans l'épisode précédent par l'âge de Clint Eastwood, et j'ai vu le jury 2 depuis, je trouve ça très bien. Et du coup, je me suis dit, qui est le réalisateur à avoir fait le film le plus vieux? Enfin, qui est le réalisateur le plus vieux ou la réalisatrice à avoir fait le film qui est le réalisateur ou réalisatrice qui a fait le film en étant le plus vieux? Voilà. Bon sang, j'ai du mal. Bref, ce sera un jeu où je vais vous donner le nom du réalisateur et le nom de son dernier film. Et à quel âge il a réalisé? Actuellement, vous devez deviner à quel âge il a fait ce film. D'accord, c'est pas mal. Pas mal. C'est estimation un peu du coup. De l'estimation, totalement. Et puis de toute façon, il y a des réalisateurs que vous connaissez, d'autres que vous connaissez pas forcément. Parce que de temps en temps, je vais vous donner la date du film aussi. L'année de sortie du film, c'est assez important. Allons dans le plus obvious, par exemple, Martin Scorsese, avec Killers of the Flower Moon. Ok. Quel âge avait-il quand il a fait ce film? 85. 81. Je crois qu'il vient d'avoir 82. Bien vu. Il avait 81. C'est l'année dernière. Et le 2, c'est pas d'estimer là C'est une fourchette. Ouais, tu donnes une fourchette. Après, il a donné la bonne réponse, Julien, donc. Il a donné la bonne réponse. C'est vraiment pour le jeu, hein. Je compte pas les points, les gars. Paul Verhoeven, quand il a fait Benedetta, il avait quel âge? 83. Moi, je dirais plus. 88. 78. 76. Wow, vous avez tapé haut, les gars, il avait 82, hein. Bah, j'étais à 83. Oui, donc toi t'étais bon, mais 96, il est pas si vieux que ça. Non, j'ai dit 76. 76. Je t'ai entendu dire 96. Ah non, 76. Je confirme, il a dit 76. Et Miyazaki, quand il a fait Le Garçon et le Héron, il avait quel âge? 85. 77, allez. 83. 86. Il avait 82. Ah ouais. Donc Julien était le plus près. Alors ça c'est un peu rigolo. Connaissez-vous le réalisateur Fernand Dansero? C'est qui? Non. Bon, il faut savoir que c'est surtout un réalisateur de documentaires et il a fait une trilogie de documentaires qui s'appelle... c'est la trilogie de la vieillesse et son dernier film s'appelle Le vieil âge et l'espérance. Et à quel âge il a fait? Parce qu'il en a de l'expérience dans la vieillesse. 99 ans. Allez, abus. 88, allez. 90. 93. Et il a sorti son dernier film à 91 ans. 90, t'étais le plus près, Jérém. Encore, ouais. Tiens, Claude Lelouch, cette année, il sort un nouveau film. Il vient de le sortir, ouais. Il vient de le sortir, finalement, avec Cadmerade. Et il a quel âge, Claude Lelouch, du coup? 85. 80. 82. 84. 87. Ah ouais. Putain. Tiens, et James Ivory, vous voyez le réalisateur, James Ivory. Oui. Son dernier film qui a fait pas mal parler à Cannes, il me semble, il y a quelques années. Il y a 2 ans. Un été afghan, donc ce film Un été afghan. Et il a quel âge, James Ivory, au moment où il sort Un été afghan? Oh, il est vieux, lui. Oh, il est vieux, lui. Le Je jugement. crois qu'il est vieux, lui. 75. Il est proche de la mort, lui. Hein. 75, c'est pas si vieux que ça quand tu Non, vois les non, chiffres qu'il y a eu juste avant, tu vois, mais... Je pense qu'il a 87, lui. 85. 88. 94. Ah oui, ouais, pas du wow. Mais moi aussi, j'ai halluciné en voyant son âge. Bah, c'est le même âge que Eastwood, non, maintenant? Il a 94. Bah ouais. C'est ça. Non, ouais, c'est ça. Eh Fred, t'aimes bien Claire Denis? Ouais. À quel point Claire Denis est vieille quand on réalise Stars at Noon en 2023? Oh, elle est pas si vieille pour moi. Elle a genre 70... 73. Allez, ouais, 75. 71. 73. Fred, 77. Tiens, et Jean-Jacques Hano aussi. Jean-Jacques Hano, Quand il a fait Notre-Dame brûle, c'est il ça? y a 2 ans, voilà. 83. C'est un vieux, lui. 78, allez. Ah ouais, ok, bah je vais dire 81. 80. Il avait 79.
Vous avez du mal à taper pile. Parce que Martin Scorsese, Julien, tu l'avais, tu vois. Mais tu l'as eu parce que tu le savais, tu vois. Vous n'avez pas réussi à trouver pile poil. Jodorowsky, tiens, Alejandro Jodorowsky. Son dernier film est sorti en 2019, qui s'appelle Psychomagie, un art pour guérir. Et il avait quel âge ? 87. 84. Ah non, même plus. 89. 88. Et Bassem, 90, allez. il avait 89 ans tout pile. Ouais, enfin. Alejandro Jodorowsky a exactement le même âge aujourd'hui que Clint Eastwood, c'est-à-dire 94. Alain Cavalier, t'aimes bien Alain Cavalier ? Ah, toi j'aime bien Alain. Et bah, à quel point il est vieux, Lui, Alain il est Cavalier. vieux quand même, il est vieux. Il a fait L'Amitié de l'année dernière. Ouais, que j'ai vu. Et à quel point il est vieux. Ah, il est vieux quand même. Hein. Je pense pas qu'il est dans les 90 comme. Ah. Allez, 90, allez. 87. 88, allez. 89. 92, les gars. Oh. J'ai pris beaucoup de noms. Je vais sauter un peu ceux que vous connaissez pas en fait. Mais par exemple, Fred aussi, tu connais Roy Anderson. Ouais. Ah, on l'aime bien. Ah, lui, il va pas finir loin, lui, hein, parce que lui, l'alcoolisme, tu connais. Moi, Je suis encore choqué qu'il soit encore en vie. En fait, mais, moi, je suis épaté par ce mec-là parce que dans mon esprit, c'est pas un vieux monsieur. Pourtant, son premier film est sorti en 70. Bah oui. Une histoire d'amour suédoise. Et son dernier, qui n'est que son 6e, à vrai dire, L'éternité, est sorti en 2019. Il avait quel âge quand il a fait L'éternité ? Ah putain, moi dans ma tête, je pensais pas qu'il était dans les 70-80, tu vois, là. 70, je dirais, donc 76. 80. 76, allez. 78. Ah, Jérém, t'as copié Fred. Et t'as copié Fred dans la bonne réponse, puisqu'il a il avait pile Mais 76 non. ans au moment de sortir L'éternité. J'ai même pas capté qu'il avait dit 76. Et Ah, Costa bah, Gavras, parce qu'on parle souvent de Romain Gavras en ce moment, et Costa Gavras, il est vu à quel point quand il fait Adults in the Room, son dernier film sorti en 2019. Il a 93. 82, il a. D'ailleurs, je crois qu'il est produit par son fils, d'ailleurs, Costa Gavras. Alors ça, c'est drôle. 82 en 2019. 85. J'ai changé aussi, 87. 89. 86. Hey, Brian De Palma, là. Quand il a fait Domino, Jérémy l'a pas. Attends. quand il a fait Domino Domino, là, son film, là. en 2019, il avait quel âge ? Ah, il est vieux quand même. Hein. Il est vieux de Palma là. Mais pas, je dirais pas 90. 83. 83 aussi. 82. 81. Il avait 79 ans. Hein. Oh, putain, Ouais, c'est son âge actuel, quoi. C'était 80. il y a 5 ans. Terry Gilliam, quand il fait L'homme qui tua Don Quichotte, qui est déjà sorti quand même en 2018, hein. C'est son dernier film à ce jour. Ouais, c'est sorti il y a si longtemps que ça déjà. Et ouais, déjà. Putain. L'homme qui tua Don Quichotte, en 2018, il avait quel âge, Terry Gilliam à ce moment-là ? 77, je veux dire. Je sais pas pourquoi, mais. 80. 81. 78. Il en avait 77, bien vu. En vrai, j'ai très envie de le dire. Larry Clark, quand il a fait Mafia Girl 2 en 2018, il avait quel âge ? Attends, The Smell of Us, c'était avant ? Ouais. Ouais, c'était 2012. Ah ouais, bon, ok. Parce qu'en fait, Larry Clark, c'est un mec, il a commencé à faire des films dans les années 90. Hein. Ça aussi, ça me fait bizarre de savoir que Larry Clark, il est vieux, alors que tous ses films, c'est des jeunes ados, Mhm. quoi. Ça m'a très perturbé en fait quand j'ai vu son âge. Il a Bah alors 86. Moi, je pense qu'il est dans les 90, donc 91. 85. 88. Non, j'ai peut-être un peu abusé, hein, il a 75. Wow. Mais il a 75 il y a 6 ans. Aujourd'hui, Oui. il a 81. Bertrand Blier, quand il fait Convoi exceptionnel, c'était il y a déjà 5 ans, cette grosse merde. C'était sorti en 2019. Donc Bertrand Blier, quand il fait Convoi exceptionnel, il a quel âge ? 88. 77. Ah ouais, il y a un écart quand même, là. 86, allez. 80. 79. Et James Cameron, quand il fait Avatar 2, il y a 2 ans, quel âge a-t-il ? C'est pas le plus vieux de tous ceux que t'as cités. 76. 74. 73. J'allais dire 73. 73 aussi, je vais le dire aussi. En vrai, ça me rassure parce qu'il a 68 ans quand il sort Avatar 2. il Mais est il a, jeune, quand même, il a quand même 70 ans. Et ça me fait mal. Et Avatar 3, il devait sortir cette année. Et ça fait mal. Et Nadal, il prend sa retraite. Ouais, c'est fini, là. dur Il- pour Owen. on le verra plus sur un cours. Hein. Ouais, d'ailleurs, il y a 3 jours, il faisait son dire. Mais dernier match. Putain. La soirée est foutue. J'ai passé une journée de merde hier. Je me suis réveillé. Voilà, c'était terminé. Bref, excusez-moi. Tu feras des matchs caritatifs, t'inquiète. Excusez-moi, j'ai. Ça va hanter le CP pendant quelques temps. Ouais. Ça. Ouf. Bref, Bassem. Oui. Est-ce que par hasard ton Joker parle de Nadal ? Malheureusement, non. Putain, tu fais chier. Ça aurait été très beau hein, pour s'accorder à l'actualité, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est une autre question que je me suis souvent posée. Et du coup, j'ai envie de vous la poser à vous, comme une colle, pour que vous puissiez répondre avec moi, tous ensemble. Vas-y. Comme une problématique en philosophie. Hein. Une récompense, donc une palme, un Oscar, un César, une Mostra, ce que vous voulez.
est-elle vraiment utile pour la postérité d'un film ? On avait déjà évoqué un petit peu la question. Ouais, sur la légitimité. Voilà. De la festival et de la critique. Et même, il y a de ça 1 ou 2 émissions quand on a parlé de. Bon, c'est revenu, c'est un débat qui revient, mais on va pouvoir conclure. Quand on a parlé de la Palme d'Or. Sur les ouais. chiffres de la Palme d'Or, sur Fahrenheit 9/11, sur un truc comme ça. Vous pouvez répéter la question ? Une récompense est-elle vraiment utile pour la postérité d'un film ? Non. Non. Parce que ça, si on parle vraiment de cette question-là, est-elle utile ? Utile, non. Il y a plein de films qui n'ont jamais été récompensés et qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre ou qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je sais pas, on dit toujours Kubrick n'a jamais gagné d'Oscar. Pourtant, aujourd'hui, Kubrick, on va pas remettre en... Peu sont ceux qui remettent en question ces films. Je pense aussi à Sergio Leone, dont les films étaient, pour ainsi dire, même défoncés par la critique. Vous pouvez toujours retrouver la critique de Jean Tullard sur Il était une fois dans l'Ouest, très acerbe. Ah ouais ? Pourtant, Sergio Leone, ça a marqué à un tel point le cinéma sur l'utilisation du gros plan, par exemple. Et ben moi, je vais retourner la question. Le tambour, ça a eu la Palme d'Or en même temps qu'Apocalypse Now. Qui se rappelle du tambour. Voilà. Est-ce qu'on se serait souvenu du tambour dans la mélasse des films qui ont eu la Palme d'Or qu'on a déjà oublié ? Et d'autant plus, est-ce qu'on s'en souviendrait s'il n'avait pas été conjugué avec Apocalypse Now en son temps ? Ça permet à des films de rester un petit peu pas dans l'oubli. Non, parce qu'en fait, c'est comme quand on avait parlé de Pulp Fiction, quand on parlait il y a 2 semaines, c'est vrai que quand tu penses Pulp Fiction, tu penses pas Palme d'Or... c'est quelle année ? 94. 94, je pense pas Palme d'Or 94, je pense Tarantino. Mm. Donc je pense que oui, tu as des films qui n'ont pas besoin de leur récompense, mais il y a certains films, oui, leur récompense, ça les aide à trouver un public au cinéma, ça les aide à... Par exemple, la Palme d'Or de Bong Joon-ho, ça l'a permis vraiment de décoller de façon internationale. Anatomie d'une chute aussi. Anatomie d'une chute aussi, parce que voilà, Trier ou Bong Joon-ho, ça fait un moment qu'ils font des films avant d'avoir leur Palme d'Or, mais ça leur permet de vraiment de faire leur rencontre avec le public. Mais est-ce que peut-être une récompense, c'est peut-être plus un succès du moment qu'un succès a posteriori, un succès vraiment sur 10, 15, 20 ans Ça dépend à quoi tu juges le succès d'un film aussi. Bien sûr. Mais plus un succès peut-être critique, peut-être plus un succès vraiment... Bah, en fait, genre vu que c'est toujours les mêmes récompenses tous les ans, il n'y a pas une récompense qui a plus de poids qu'une autre. Parce que... Alors, le comparatif va être débile, hein, les gars. Mais par exemple, en tennis, quand tu gagnes une récompense qui est équivalent à un grand chelem, quelqu'un a gagné un grand chelem, il a la postérité dans l'histoire du tennis, quoi qu'il arrive. T'as gagné un Oscar parmi tous les Oscars qui existent. Après, il y a des Oscars plus prestigieux, hein, mais c'est toujours le même niveau d'Oscar. Ah, mais surtout que si on reprend l'exemple du Grand Chelem, on peut prendre toute compétition sportive. Quand tu vas gagner un Grand Chelem et que tu avais dans ce tournoi, je sais pas, tu avais Nadal, Federer, Djokovic. Tu as gagné un Grand Chelem alors qu'il y avait Nadal, Federer, Djokovic. Tu gagnes un Oscar, mais il y a eu des années aux Oscars, t'avais rien. Ou t'as même eu des années, je pense à Cannes, à Venise. Enfin, si tu décryptes chaque année, des fois tu as des films qui gagnent parce que faute de concurrence. Mais imagine si à un moment donné t'avais tel réalisateur, voilà. Là c'est vrai que ça devient compliqué. Je pense qu'il y a des réalisateurs qui n'ont jamais gagné certaines récompenses parce qu'au même moment ils sont tombés sur la mauvaise année. Après c'est aussi une question aussi, je pense, de lobbying aussi. Il y a beaucoup ce rapport-là par rapport aux récompenses. Je vais peut-être vous rappeler un souvenir en 2012, je crois, ou 2013. Tu penses au discours d'un roi ? Non, As the Artist. Ah oui. Qui, on peut juger la qualité du film d'Asa Vanicius. Ah, t'es pas fan, toi, je vois ça. Moi, j'aime beaucoup les OSS 117, enfin, ils sont très drôles, mais c'est tout, quoi, ils sont juste drôles. Mais après, je trouve que voilà, genre, en fait, le faire gagner face à Spielberg avait fait, je crois, Cheval de guerre, je crois, si je me trompe pas. Il y avait Terrence Malick. Tree of Life, je crois, si je me trompe pas. Et il y avait Martin Scorsese avec Hugo Cabret. Et genre, quand on sait que. Ah oui, si, quand même. Genre, c'est pas pour Hugo. C'est pas pour Hugo Cabret que je filerais un Oscar à Scorsese. Non, je sais pas, mais genre après, quand on sait que Asa Vanicius c'était un très bon pote à Harvey Weinstein, et que Harvey Weinstein c'est le gars qui par excellence donnait des Oscars, enfin réussissait à avoir le lobbying pour donner des Oscars à des films qu'on a oubliés maintenant comme Roméo plus Juliette. Vraiment pour le cas des Oscars, mais pareil, t'as le même travers pour les Césars. T'as des films qui sont... Enfin, avant même que voilà, le film est sorti, tu sais qu'il sera là pour être aux Oscars, tu sais, il sera là dans telle compétition, tel truc. C'est très formaté en fait comme compétition. Tu sais quel film plaît au jury, quel film ne plaît pas. Et puis t'as la stratégie de sortie aussi. Mais par rapport à The Artist, non, pour moi c'était cohérent comme Oscar parce que c'est à la fois un film très cohérent dans les thématiques de The Artist. Il y a vraiment une vraie corrélation que tu peux trouver dans les thématiques abordées par OSS 117 et par The Artist. Et en même temps, ça caresse à balle le cinéma américain dans le sens du poil. Donc non, pour moi, ça c'est pas démérité. Je pense que si, c'est... Bon, bref. Ouais, mais de toute façon, le cinéma américain, ils aiment bien je pense on parlait du discours d'un roi, mais c'est pareil, est-ce que maintenant, c'était quoi, il y a 10 ans le discours 2011. d'un roi ? Ouais, c'était juste voilà, avant The Artist, ouais.
À l'époque, tout le monde en parlait, c'était le discours d'un roi, mais parce que c'est des films très formatés pour les Oscars, t'as un côté, voilà, c'est du biopic, il y a un côté un peu social, et ça parle d'ascension, ça marche toujours aux Oscars ce genre de film. C'est comme, c'était Spotlight Green Book aussi, il avait. Spotlight aussi en vrai. Mais j'aime beaucoup Green Book, hein, je trouve ça super, mais tu sens que ce genre des films, ils marchent parfaitement pour les Oscars. Ouais, mais le discours d'un roi, quand en face t'as Inception, The Social Network, Toy Story 3, franchement. Non, j'avoue, Toy Story 3, Inception, même The Social Network. D'ailleurs, en plus, on voit d'ailleurs que c'est vraiment le succès d'un moment. C'est que le discours d'avant, on en parlait à l'époque. Moi, je me rappelle à l'époque. On n'en parle plus du tout maintenant. Alors que Inception et le Social Network. Pour moi, le dernier en date, c'est Coda en 2022. Hein. Qui se rappelle de Coda? Coda, alors qu'en face, t'as. Bon, Dune, chacun pense qu'il en veut, mais voilà. T'avais quand même le Guillermo del Toro, t'avais Drive My Car, t'avais Don't Look Up, qui pour moi ont plus de poids dans mon esprit cinématographique que Coda. Alors que j'ai vu Coda. À part être un remake de La Famille Bélier, voilà quoi. Mais... Le truc de Coda, c'est que peu de monde l'avait vu en fait. Donc tout le monde était un peu en mode pas le calculer en fait. Ça a été diffusé en France même sur Apple TV, je crois. Ah ouais, voilà, c'est pour ça. En France, il a pas été distribué. Hein. Et c'est un film américain film. Oui, c'est le remake américain de La Famille Bélier. Parce qu'en fait, oui, c'est très américano-américain les Oscars. Même si tout le monde les regarde, c'est vraiment genre ils récompensent vraiment soit des Américains la plupart du temps, soit des films vraiment américains. Là, ils ont changé parce qu'ils ont pas arrêté quand ils récompensent Parasite par exemple. Oui, des exceptions, bien sûr. Mais tu vois, là, on parle beaucoup des Oscars, des Césars, on a parlé de la Palme d'Or, mais des festivals comme la Berlinale, comme Venise, la Mostra de Venise. Alors après, là, on est quand même dans des festivals très, très européens. Mais je réfléchis par exemple à des festivals un peu moins prestigieux. Il y a toujours Sundance, toujours. Mais pareil, il y en a beaucoup qui disent que Sundance c'est très formaté. Ouais. Moi j'aime beaucoup Deauville. Parce que je trouve que c'est là où tu as le cinéma indépendant américain. C'est là où tu as vraiment ce qu'il y a de mieux dans le cinéma américain. Mais je pense que chaque festival, chaque chose a son type de film qui ressort. Mais après, le festival, c'est surtout un tremplin aussi. Il y a cette notion-là de tremplin. Et ça permet au film par la suite à faire sa renommée, et c'est pas nécessairement genre waouh, ce film-là est resté dans la postérité parce qu'il a eu Deauville. Justement, j'allais recentrer sur le fait de la postérité qui était quand même la question de base. À l'inverse, il y a des films, t'aurais pas été les voir s'ils avaient pas gagné tel ou tel truc. Il y a ça à prendre en compte aussi. Tu le disais toi-même la dernière fois qu'on parlait des Palmes d'Or. Tu t'es dit, vas-y, je vais me mater une Palme d'Or parce que t'avais envie de voir ce que ça donnait. Mission, par exemple. Voilà. Et tu vois, Mission, je vais pas le retenir, je l'emmènerai pas sur une île déserte. Hein. Mais ça peut permettre à n'importe quel spectateur de se dire, il a gagné telle ou telle grande récompense prestigieuse, peut-être que du coup ça vaut le coup et qu'il est pas mauvais quoi. Après du coup là c'est vraiment du coup une question d'euphorie du moment, c'est que voilà le film a gagné telle récompense, du coup on va le voir, mais ça se trouve le film il est tout pourrave et on l'oubliera quoi. Après on oublie, mais le problème c'est qu'on parlait ça déjà avec la Palme d'Or, mais n'importe quelle récompense. Le jury est jamais le même. Les attentes et les envies ne seront jamais les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune cohérence à attendre entre la Palme d'Or 2018, celle de 2022, celle de 2024. C'est jamais le même jury. Ça, c'est plus pour les festivals. Tout ce qui est grande cérémonie, certes, le panel évolue, mais la base des votants reste à peu près la même. Hein. Après, c'est aussi beaucoup une question de lobbying. Il y a vraiment une question de lobbying qui est très présente, surtout dans peut-être les cérémonies genre Oscar, César et tout peut-être moins Palme d'Or. Mais vraiment, quelquefois, on donne... un Oscar ou un César à telle personne parce que soit il a réussi vraiment à mettre en place pas un moyen de pression mais un gros lobbying qui fait qu'on a réussi à mettre son film en avant, soit parce que vu que ça fait 150 ans qu'il doit avoir un Oscar, on lui donne. Scorsese il a eu son Oscar pour Les Infiltrés, et là maintenant on le calcule plus du tout, et je pense que ça va être pareil aussi pour Nolan. Il l'a eu pour Oppenheimer, et là on va plus du tout le calculer pour les 10 années qui suivent. Regardez De Palma, il est persona non grata à Hollywood depuis des années, il galère pour faire un film. Pourtant les films de Palma, on n'a pas besoin d'une récompense pour savoir que je veux dire Blowout c'est excellent. Blowout ça a été un flop total, et Blowout c'est incroyable, c'est un des meilleurs films, de Palma et un des meilleurs films tout court. Voilà, tout court, c'est incroyable Blowout. Même Scarface il a floppé, c'est un film qui était très mal reçu, et pourtant c'est un film tellement avant-gardiste. Il a une énorme postérité, pas pour la bonne raison, il a sa postérité, mais pour sa raison. Bonne raison et mauvaise raison. C'est vrai que chacun crée sa prospérité, c'est-à-dire que De Palma, on a pris du temps un peu à le considérer et à vraiment tisser une sorte de cohérence dans son cinéma et de se rendre compte que c'était vraiment extrêmement fort ce qu'il avait fait, tout en étant toujours mésestimé. Mais effectivement, t'as des parcours de réalisateurs et de films qui se font hors considération publique,
critique et de festival et tout ça. Et après, t'as des films genre, le public suit pas, ou c'est juste la critique, ou c'est genre, c'est curieux. Mais à la fin, c'est une sorte. En fait, ce qui un peu aide beaucoup les films, au-delà des récompenses ou autres, à être considérés comme des classiques ou de très bons films, c'est vraiment genre le retour d'un engouement. Quelquefois, c'est vraiment genre soit la sortie d'un film qui s'inspire d'un film qui est sorti il y a 10 ans, qui fait que le film qui est sorti il y a 10 ans est remis en avant, soit c'est vraiment peut-être une nouvelle génération de critiques, ou même aussi quelquefois c'est les spectateurs en tant que tels qui remettent en avant des films qui ont été détestés à une époque. Et c'est ça en fait la postérité. Je pense que c'est plus peut-être gagner, comme dirait Maximus dans Gladiator, gagner la foule. Gagner la foule plus qu'autre chose. Ouais, je viens de penser à quoi, la postérité des nanars. Ouais, moi, la plupart des nanars, c'était. Après, ça reste niche encore un peu les nanars. C'est un peu niche, mais la postérité fait que elle vient de ces spectateurs qui ont été dénichés ça, qui le remettent sur le devant de la scène, et après les gens suivent ou suivent pas. Mais est-ce que The Room, on s'en souviendrait si jamais il y a des gens qui n'avaient pas. The Room, c'est un cas à part, parce que The Room, immédiatement, c'est apparu au public comme un nanar, Ouais. et immédiatement, c'est devenu culte. Tu parles par contre de, je sais pas, d'un Godzilla, le fils de Godzilla. Le film a commencé vraiment à se faire remarquer dans les années 2000-2010, tu vois. Où on a commencé à se dire, c'est marrant, on va redénicher des vieux Godzilla ou des vieux King Kong qu'on a vu les cartons-pâtes qui, à l'époque, dans les années 70, s'en foutaient. Et aujourd'hui, on dit, c'est trop drôle, tu vois. Ouais, mais genre même des trucs genre Whitefire, Hitman le Cobra, enfin des trucs comme ça. Mais ça, c'est parce que les mêmes. Voilà, il y a ça aussi qui joue. Non, mais c'est vrai. Mais c'est une forme de postérité. Excuse-moi, t'en parlais toi-même dans ton mémoire, le fait de m'aimer les films, il y a un truc qui fait qu'il y a une postérité à ce film-là. Le nombre de fois où sans doute vous tombez sur un mème tout le temps sur Twitter, sur Insta, et un jour vous voyez un film, vous faites purée, il vient de là le mème. Le mème de Robert Redford qui regarde avec sa grosse beubare, qui regarde la caméra avec ce zoom, ça sort de quel film ? Je sais plus. C'est con, on me l'a dit hier. Mais voilà, c'est un film de postérité, en partie par son même. Bien sûr, je vais citer Laurent Julier, qui a fait un bouquin qui s'appelle L'Audiovision, où en gros, elle explique que aussi la postérité d'un film, la réussite d'un film aussi peut être liée à des mimiques qu'on reprend, à des tons, à des dialogues et tout, qui font que les films deviennent cultes. Et les mêmes, c'est également le cas, là, c'est vraiment avec le pouvoir d'Internet. Et je rebondis juste un truc par rapport aux nanars. C'est vrai que du coup il y a des nanars qui sont remis au goût du jour, parce que ils sont tellement dantesques, ils sont tellement abusés que ça en fait c'est très drôle. Mais aussi des films qui sont réinterprétés par rapport à leur époque. Je pense à Glendor Glenda de Ed Wood, qui est un nanar, qui est considéré comme beaucoup comme un nanar, mais qui maintenant, vu que ça part d'un homme qui s'habille en femme, est beaucoup réinterprété sur la question de la transidentité, sur la question, les questions queer. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant les mœurs qui évoluent et qui trouvent des sortes de réactualisation de choses qui paraissaient complètement hors cadre il y a longtemps. Mais ça c'est une autre histoire, parce que je trouve qu'on a pas mal bifurqué. C'est vrai. Je trouve que c'est très enrichissant. Toujours. C'est un échange très. De toute façon, c'est pour ça que j'aime beaucoup venir à chaque fois dans vos podcasts, c'est que c'est tellement super cool de pouvoir échanger sur des films et sur des sujets cinématographiques. On a envie d'écouter ça pendant des heures. Sauf qu'on ne peut pas enregistrer pendant des heures. C'est vrai, malheureusement. Parce que moi après j'ai du montage. Bon, c'est surtout même la fatigue, tout simplement. Claqué. On clôt le Joker, les amis ? Oui. Je le file. Mais du coup, on t'autorise à le filer ou pas ? Ah oui, autorisez-vous à le filer. Le truc, c'est qu'on avait planifié la suite, non ? Bah non, pas Forcément, forcément. on peut déplanifier la suite. On peut déplanifier. Faisons au freestyle. Julien, allez. Voilà. Entendu. Je te donne le Joker, je te le transmets. Bah, je crois que c'est lui qui l'avait de toute façon. Non, c'était Owen. Ah, c'était Owen. Oh, Je me le suis fait voler. Non. Mais c'est pas grave. Alors, on fait un Joker commun. Je tiens à dire que moi je me plains pas, j'ai eu qu'un seul Joker depuis le début de la saison. Ah ouais ? Mais non. Je te jure. Tu seras le prochain. En même temps, on est à la 5e émission de la saison, je crois. Ouais. C'est pas beaucoup. C'est vrai. C'est pas beaucoup, sachant qu'on a donné le Joker à Stella aussi. Ouais, mais je me plains. Bah vas-y, plains-toi. À la limite, gardez le Joker pour vous. Le donnez pas aux invités. Ah non, y a pas le droit. Ah ouais, y a pas le droit. J'ai déjà fait, moi. Oui, mais parce que Toi, c'était t'as au dernier séquestré le moment. Joker pour 2 émissions, toi, déjà. J'avoue, c'était fort. Il a pris en otage. Et bah, Julien, ce sera toi le futur Joker. Merci beaucoup. Félicitations. Merci Bassem. Merci Bassem. beaucoup, Bassem. Merci à vous de m'avoir invité encore une fois. Ton apport sur Gladiator 2 était enrichissant, très universitaire. C'est vrai, peut-être très scolaire. Peut-être que ça plaira. Peut-être que ça plaira pas, peut-être. En tout cas, ça a Nous, apporté ça des nous a nouvelles plu. facettes au film. Vous aussi, j'ai beaucoup aimé vous entendre parler du film. C'est vraiment enrichissant à chaque fois. Je précise à chaque fois que c'est enrichissant parce que c'est vraiment enrichissant. Écoutez le podcast. C'est comment ? Enrichissant. Oh
En tout cas, Moi, ça m'a beaucoup fait plaisir. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que l'émission est disponible sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube, et que vous pouvez nous suivre sur Instagram, X et TikTok. On vous fait des grosses bises, et on se dit à dans 2 semaines. À la prochaine. Salut. Bisous, bisous, à une prochaine fois.